Bordeaux Podcast. Les Apicurieuses reçoivent Philippe Poutou, une émission animée par Sandrine Lajusse. Nouveau rendez-vous pour bordeauxpodcast.com et nouvelle équipe pour cette plateforme de podcast consacrée à Bordeaux, un Bordeaux comme vous ne l'avez jamais entendu ni écouté. Les Apicurieuses, une joyeuse bande de femmes venues d'horizons divers et différents, engagées et impliquées dans la vie de la cité, vont être au cœur de l'actualité. Avec Nathalie, Sylvie, Mélusine et Fabienne, les candidats à la mairie de Bordeaux vont se mettre à table. Une série de podcasts consacrés à ces élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains, où vous allez découvrir ces candidats d'une manière plus personnelle et festive, puisque nous sommes installés à la Réserve, lieu désormais incontournable des soirées bordelaises, accueillis et coucounés par Fred, son irrésistible patron, et toute sa formidable équipe. Il conduit la liste Bordeaux en lutte avec un S, dans la bataille des municipales bordelaises. Une liste qui réunit des membres des partis politiques, le nouveau parti anticapitaliste et la France insoumise, mais également des membres du milieu associatif, de la société civile ou encore des Gilets jaunes. Philippe Poutou, bonsoir et merci de vous mettre à table avec les Apicurieuses. Bonsoir. Bonsoir. Autour de cette table et de vous ce soir, Nathalie, Mélusine et Fabienne, des Bordelaises d'adoption, mais surtout des femmes engagées et impliquées dans leur vie professionnelle comme dans leur vie privée. Et comme d'habitude, on commence à prendre vraiment l'habitude, nous sommes installés à la Réserve, coucounés par Fred le patron et toute son équipe. Il ne faut pas oublier, bien sûr, aux manettes, notre Sandrine. Merci. Alors Philippe Poutou, est-ce que vous aimez vous mettre à table au sens propre comme au sens figuré ? Oui. Ah oui, allez un peu plus loin quand même. Non, mais là, vous êtes cuisine politique ou cuisine familiale ? Je sais pas. Non, mais je suis un peu pas habitué à répondre à des interviews depuis un moment. Et puis là, quand il y a des questions un peu hors, qui sont pas directement politiques, c'est vrai que j'ai du mal à répondre, quoi. Alors, quels sont les goûts et les couleurs qui vous restent de votre enfance qui se passe en Seine-Saint-Denis ? Quasiment rien. Ça fait très longtemps, je ne suis pas resté longtemps. Vous avez étudié un peu ma bio, c'est ça, hein, parce que je suis né en Seine-Saint-Denis, effectivement, à Villemomble, et parti à l'âge de 7 ans. Et je suis arrivé en Gironde à 7 ans. Donc après, du coup, j'ai peu de souvenirs. Donc j'ai des images, évidemment, des images des cités, ce Gagny, Villemomble et le Blanc-Ménil, c'était les 3 villes où j'ai vécu, entre 0 et 7. Et voilà, mais j'ai que des images. Donc votre enfance, c'est la Gironde en fait ? Oui, après les souvenirs, ils commencent plutôt en Gironde, effectivement. Et c'est quoi ces souvenirs alors ? Je sais pas. Monsieur Poutou n'a pas de mémoire. Ils sont trop vagues pour que je les dise. Vous avez pas l'intention de partir de toute manière, c'est Bordeaux. Pour l'instant, oui, je suis bordelais, ça fait longtemps. Oui, mais c'est une ville qui vous plaît. Qui vous oui, parle. J'aime bien, ouais. Bon, en général, quand on vit dans un endroit, moi, je suis pas une vraie bordelaise, mais je partirai pas de Bordeaux. J'adore cette ville. Moi, ça me plaît bien. À Les partir gens du moment où on sont change un peu... de mer, ça me plaira encore mieux. Mais voilà, c'est juste ce petit détail, quoi. Alors vous, la politique et la lutte sont un peu inscrites dans vos gènes quand même, parce que vous avez commencé à militer dès le lycée en 84. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager et de vous engager définitivement, parce que vous n'avez jamais cessé le combat, vous ? On peut le dire ça, oui, j'ai jamais arrêté de militer, alors plus ou moins, parce qu'on milite jamais de la même manière au fil des années, quoi. Des fois on est plus investi, on a plus de temps, des fois... C'est-à-dire plus investi Ça dépend de la disponibilité qu'on a par rapport au boulot qu'on fait, par exemple. Donc, et puis aussi psychologiquement, il y a des hauts et des bas. Donc en fait, on milite plus ou moins en fonction de la période, hein. Mais c'est vrai que grosso modo, depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours gardé des idées... qui allait dans le sens de mener la bataille contre une société qui m'apparaissait et qui m'apparaît toujours injuste. Voilà. Mais après, oui, on a compris que vos combats, ils n'étaient pas finis du tout. Ouais, voilà, normalement, ouais. Enfin, pour l'instant. Et quand vous dites psychologiquement, il y a des périodes difficiles, c'est par rapport à vos combats, par rapport Non, enfin, oui, les combats, c'est jamais, c'est pas toujours facile, et on a des hauts et des bas. Quand il y a, là, on peut parler de la mobilisation actuelle. Des fois, il y a des moments où on se dit, mince, on va pas arriver à gagner encore une fois. Donc, des fois, il y a effectivement cette idée que
on se fait un peu envahir. Il y a des matins, on se lève, on n'a pas le moral parce qu'on y croit moins que la veille où on avait un peu plus la pêche. Voilà. Mais après, il y a aussi les aléas de la vie privée qui font que des fois, on est moins disposé à passer du temps à militer parce que voilà, il peut y c'est avoir, un job à plein temps. pas à plein temps, mais ça prend du temps, ouais. Donc, mais forcément, il y a des moments où on est... comme tout dans la vie, quand on a investi dans une association, quand on a investi dans d'autres choses de la vie, on le fait plus ou moins à fond, suivant l'état moral qu'on a ou la force qu'on a. On peut être malade, fatigué, et on sera moins disposé à faire. Enfin voilà, c'est tout ça, quoi. Je dis juste ça, quoi. Il y a des hauts et des bas, quoi. Très jeune, vous entrez à Lutte ouvrière. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive ? Quel est votre moteur ? Un moteur électrique, j'imagine. On ne sait pas, parce que c'est toujours difficile. Ça date, j'avais 17 ans à peu près, 18 ans. Donc après, est-ce que vous venez d'une famille très politisée ? Mes parents étaient politisés, oui, ils étaient de gauche, mais pas engagés dans un parti. Mais ça discutait spontanément politique. Mais bon, après, la fin, moi, c'est les années 80. C'est les années où je pense, ça discutait beaucoup plus facilement politique. C'était l'époque où la gauche et la droite, c'était vraiment la grosse confrontation. C'est l'époque où la gauche arrive au pouvoir. C'est l'époque où la gauche arrive au pouvoir, où il y a eu quand même pas mal d'espoir du côté d'une bonne partie de la population, un espoir de changement. Enfin, et voilà. Puis c'est l'époque aussi où les associations de parents d'élèves, par exemple, étaient très imprégnées par le PS. Il y avait un peu de politique partout. Donc moi, j'ai baigné là-dedans. Donc dans des parents qui discutaient spontanément. Quand on sortait, mes parents étaient à la Fédération Cornec, la FCPE de l'époque. Et quand on avait les barbecues de fin d'année et tout ça, ça discutait politique. C'était plein de gens de gauche, du PC, du PS. Bon, voilà, on a baigné là-dedans. J'ai baigné là-dedans. Donc du coup, j'étais quand même dans un univers qui discutait facilement de ces choses-là. C'était l'époque de Mandela, l'époque de Allende. Enfin, on parlait beaucoup d'Allende, même si c'était 10 ans après, à peine, le coup d'État au Chili. On parlait de nucléaire. Enfin voilà, je me rappelle de tout ça, quoi. Oui, c'est un véritable tournant. C'est après, mais moi je rencontre des militants de lutte ouvrière à ce moment-là. Donc, enfin, c'est pas moi qui les rencontre directement, c'est des potes de quartier qui les rencontrent et qui, avec qui je partageais des idées, on va dire libertaires, anarchistes, voilà, antiracistes, antinucléaires. Enfin, j'avais tous ces côtés-là, quoi. Presque le côté bab, ça se dit plus, mais les babas cool de l'époque, quoi. Les babas cool, oui. Et c'était ça, c'était dans cette ambiance-là. Et on me fait rencontrer des militants de lutte ouvrière à ce moment-là. Et puis c'est vrai que avec eux, on apprend, parce que j'étais pas tout seul, on apprend un peu l'histoire de la société, l'histoire du mouvement ouvrier, enfin des événements historiques. Et donc du coup, on met un contenu plus précis sur la révolte qu'on avait, ou en tout cas le sentiment de révolte sur une société qui était injuste, inégalitaire, avec des oppressions, des dictatures, du racisme. Et le fait de discuter des militants de lutte ouvrière, ça donnait un contenu peut-être plus précis de ce qu'était la société. Et donc ça nous a permis d'être en colère et révoltés, mais avec une meilleure connaissance de l'histoire et de l'état réel de la société. En fait, ce que vous apprenez pas à l'école, vous l'apprenez par le militantisme. Oui, parce qu'il y avait même pas mal de choses d'histoire que j'ai appris en dehors de l'école et qui permettaient de se forger une conscience politique un peu différente. Alors après quelques emplois précaires, vous entrez à l'usine Ford de Blanquefort où vous devenez l'un des responsables CGT syndical. Oui, des années d'intérim d'abord, mais des années d'intérim... ça se passait plutôt bien parce que je travaillais quasiment tout le temps. J'ai cru que vous alliez me dire je travaillais pratiquement jamais. Si, tout le temps, pas de galère. Mais quand ça va un moment, c'est-à-dire que quand on a 20 ans, 21 ans, 22 ans, on fait un peu tout et n'importe quoi. Des boulots de manutention, ça allait. Puis à un moment donné, on commence un peu à en avoir marre de jamais trop savoir ce qu'on va faire la semaine suivante. Et puis de changer. Et à un moment donné, on a envie un peu de s'installer quelque part. Et donc, c'est ça qui fait que je vais rentrer à Ford. En fait, je vais arriver à Ford en intérim. Et ça tombe au moment où il y a les lois Aubry sur les 35 heures et où il y a des vagues d'embauche dans pas mal de grosses entreprises, même petites d'ailleurs. Et donc il y avait un volant d'intérimaire très important à l'usine Ford et je vais faire partie de ceux qui ont la chance dans les 4 à 500, même peut-être 600 intérimaires qu'il y avait à l'époque. Ils vont en embaucher à peu près la moitié et je fais partie de ceux qui se font embaucher. Donc depuis ma vie professionnelle, c'est Ford, donc depuis 99. Oui, c'est votre maison Ford. Voilà, ça fait 20 ans. En CDI, j'ai bossé 21 ans à l'usine Ford.
Donc et après, effectivement, c'est... Et vous devenez un des principaux responsables. D'abord, voilà, je rencontre des camarades de la CGT qui me donnent envie de militer, mais ça, ils n'ont pas beaucoup eu à forcer, hein, parce que Oui, déjà, ça vous me plaisait, aviez ça j'avais bien, déjà un peu d'idées. Et donc, je suis rentré à la CGT. Et puis, très rapidement, après, voilà, j'étais au CHSCT, donc un organe qui est une instance qui n'existe plus, hein, qui s'occupe des conditions de travail, de la santé des travailleurs. De la sécurité aussi. Et de la sécurité aussi, ouais, mais essentiellement tout ce qui relève de la santé. Et donc, oui, à travers les années, je suis devenu un des animateurs de l'équipe syndicale. Votre combat, c'est sur le terrain, ça, c'est le terrain, qui vous intéresse. Ça dépend ce qu'on entend par terrain, mais oui, en tout cas sur le boulot, dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais. Mais vous avez pris beaucoup position. Vous êtes, au début, vous étiez derrière, et puis un matin, vous êtes devenu le meneur, en fait, de tout ça, finalement, non ? Après, ça arrive à d'autres gens. On est militant dans une équipe, c'est vrai. Il y a plein de militants anonymes, et puis des fois, il y a des choses dans la vie qui font que on apparaît plus visible. Et des fois, on appelle ça un leader, ou des fois, on appelle ça un meneur ou un chef, mais c'est souvent pas vraiment vrai. Et des fois, c'est vrai. Mais là, par exemple, ce qui m'a fait apparaître un peu plus publiquement, c'est quand il y a eu la lutte Ford, donc au début, 2007-2008, on a essayé d'organiser des manifestations pour alerter du danger de la fermeture de l'usine. On est arrivé jusqu'à un blocage de l'usine. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, c'est que les médias, ils arrivent dès qu'il se passe un peu des trucs. Oui, puis il y a toujours un leader qui se dégage. Et à l'époque, il n'y a même pas de leader. À l'époque, voilà, il y a qui c'est qui veut parler ou pas, qui c'est qui parle pas et tout ça. Et puis à un moment donné, il y en a 2 ou 3 qui osent parler. Puis à un moment donné, c'est comme ça aussi que ça se passe. C'est tout, on maîtrise pas grand-chose et les médias vont choisir une figure, comme on voit dans des tas de situations. Et cette figure-là, c'est tombé sur moi et je suis devenu la figure visible d'une lutte. Et après, on passe vite de la figure visible, médiatisée, au leader. Et en fait, le leader, c'est pas forcément un mot juste, quoi. C'est comme ça. C'est moi qui ai eu la parole. Je suis devenu finalement le porte-parole d'une lutte. Et après, voilà. Alors du coup, les autres collègues, ils sont contents. Comme personne ne veut passer à la caméra, après, c'est toi qui y vas et c'est toi qui y retourne. Et puis c'est comme ça que ça se. Et des fois, il y a une petite déformation parce qu'en fait, du coup, on a un statut qu'on n'a pas envie d'avoir. On n'a pas le oui, mais là, ça vous a quand même porté. Quelque part, ça vous a aussi stimulé dans votre réflexion. Je ne sais pas si ça stimule, mais bon, c'est les problèmes auxquels on est confronté. C'est qu'en règle générale, on insiste beaucoup sur le côté collectif, sur le côté équipe, et c'est difficile dès qu'il y a une médiatisation, forcément, il y a quelqu'un qui sort un peu du lot, et du coup, alors ça s'est très bien passé parce qu'en fait. Nous, on est resté une équipe de combat tout le temps, mais en fait, voilà, le rôle exact, en fait, c'est porte-parole. Enfin, porte-parole qui quand même se présente 2 fois aux élections présidentielles. Après, ça se complique un peu, effectivement. Il y a une sorte d'engrenage. Oui, tout à fait, mais il y a un engrenage qui se met en place. Mais c'est pour dire, c'est des choses qui sont très aléatoires et ça s'est passé comme ça. Voilà, c'est des concours de circonstances qui fait que ça évolue comme ça, mais il n'y a pas quelque chose de naturel ou même de voulu. Enfin, c'est pas anodin, tout le monde se présente pas comme ça aux élections présidentielles. Là encore, on vient vous chercher pour être candidat au présidentiel. Oui, d'une certaine manière, ça fait con de dire ça. Ça fait con de dire ça. C'est un peu comme Ségolène Royal qui disait qu'elle entendait des voix et que la France avait besoin d'elle. Ouais. Je dirais surtout pas ça. Voilà. Je dirais pas qu'il y avait besoin. Non, certain. Mais c'est vrai que c'est la lutte forte qui fait que, comme en plus au moment où, là, pareil, c'est toujours pareil, une histoire de concours de circonstances. À un moment donné, ça se passe comme ça, et à ce moment-là, j'apparais comme le candidat qui était possible pour le NPA, parce qu'en fait, Olivier Besancenot avait décidé de ne pas repartir une 3e fois, et au même moment, on gagne à ce moment-là la bataille à Ford, parce qu'en fait, Ford, juste à ce moment-là, en mai 2011, ils annoncent la production d'une nouvelle boîte de vitesse, et donc la garantie pour nous que l'usine n'allait pas fermer. Et donc, en fait, pour nous, c'était, même localement, c'était une victoire, comme il en est rare en fait quand on se bat contre une fermeture d'usine. C'est très rare de pouvoir empêcher une fermeture, ou en tout cas de pouvoir se sortir de cette situation-là. Et donc du coup, il apparaissait cette lutte un peu victorieuse, ou en tout cas victorieuse momentanément, puisque 10 ans après, on finit par vraiment perdre. Et dans cette lutte victorieuse, dedans, il y a un porte-parole ou un gars qui est un peu connu comme moi, et puis donc du coup, des camarades ont dit, ça serait pas mal. Tiens, à l'Élysée. Le profil d'une candidature qui exprime
exprime la lutte et en plus qui n'a pas perdu. Et donc au NPA, on a discuté de ça, qui pourrait être candidat pour remplacer Olivier Besancenot. Puis il y en a qui ont dit, il y a Poutou qui traîne du côté de Bordeaux. Allons-y, allons le chercher. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc, et vous aviez envie? Eh ben, on n'a jamais envie de ça. On n'a jamais envie de ça. Ah oui. Et ouais, alors ça fait con parce qu'une fois je le fais, donc je peux toujours dire que j'avais envie quelque part. Mais voilà, mais c'est des trucs qu'on maîtrise pas complètement. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Vous ne leviez pas tous les matins comme certains en vous disant je serai président de la République. Voilà, ça c'est là en plus à la limite je me levais le matin en disant je suis candidat, mais de là à penser qu'on pouvait être président, évidemment que non. Mais en plus c'est une expérience c'est impossible à mesurer à l'avance. C'est-à-dire quand on dit ok, on vote dans le NPA, machin, ça y est, c'est bon, c'est décidé officiellement, c'est Philippe Poutou qui sera le candidat pour le NPA à la présidentielle. Même à ce moment-là, on ne mesure pas ce qui va nous arriver derrière. Même si Olivier Besancenot m'avait bien raconté tout ça, machin, et puis c'est à essayer justement de faire en sorte que je stresse pas trop et tout ça. Donc, mais on s'en rend pas compte. Pour la première, vous étiez un peu stressé quand même. En Largement, 2012, largement. Il y a de quoi, hein. Largement, mais bien sûr. Moi, j'y vais pas. Stressé, pas du tout prêt à ça, pas du tout prêt au rapport avec les médias, pas du tout prêt à même être, parce que c'est hyper personnalisé la présidentielle. Donc cette hyper-personnalisation, c'est à l'opposé de ce que nous on a envie de représenter. Donc on est dans des contradictions, c'est-à-dire que nous on accepte bien d'être présent à la présidentielle, mais en même temps il y a des inconvénients qu'on est obligé de gérer, c'est-à-dire voilà le côté moi candidat, je vais tout résoudre, tous vos problèmes. Bon, c'est évident qu'on peut pas avoir cette posture-là, mais de fait on a une posture un peu bizarre, quoi. Les municipales de Bordeaux, donc c'est plus à taille humaine. Oui, et puis même s'il y a une tête de liste, même s'il y a une personnalisation, il y a une liste. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans la campagne, dans la mesure du possible, parce que là aussi, on est confronté à un fonctionnement médiatique en règle générale qui est compliqué, parce que c'est toujours ça hyper personnalise aussi. Hein, ça a une figure et puis ça tient à sa figure et ça cherche pas d'autres figures. Et nous, on va essayer, évidemment, dans l'équipe qu'on est, hein, même s'il y a 65 noms sur la liste, on va essayer de faire en sorte que les 10-15 premiers, ce soient un peu les porte-parole de la liste, et on va essayer de rendre visibles les 10-15 premiers et de montrer que le visage de notre liste, c'est pas que le numéro 1, c'est tous les autres derrière, parce que syndicalistes, associatifs, parce que NPA, FI, parce que pas militants. Enfin voilà, on va essayer gilets jaunes. Enfin voilà, on va essayer de faire donc on va essayer nous de rendre visible un truc plus riche qu'une seule tête, quoi. C'est la seconde fois que vous vous présentez à la mairie de Bordeaux. Oui. Et là aussi, on est venu vous chercher. C'est la même démarche que pour les présidentielles. Et quelles sont vos motivations? Alors, parce ça que fait vraiment vous ne doutez jamais de rien. Vous êtes extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est ce qui nous plaît dans cette campagne-là, c'est que en fait on réussit quelque chose qui est très rare de notre côté. On est tellement habitué à se présenter chacun de son côté, on est quand même bien envahi de partout de l'esprit un peu sectaire, boutiquier. Enfin, chacun défend sa chapelle et tout ça. Et nous à gauche et même à la gauche radicale, on est victime de ça. Mais même dans le mouvement syndical, il y a une division énorme de partout qui fragilise, qui fait qu'on se sent très faible. Et là, on a réussi, c'est là l'exploit, mais qui est aussi lié à la mobilisation sociale qui existe depuis quelques mois, la bataille contre les retraites, et puis bien en amont, cette longue bataille des Gilets jaunes, le fait qu'on ait passé beaucoup plus de temps que d'habitude dans la rue, qu'on se soit retrouvé régulièrement. Donc du coup, il s'est passé quelque chose dans un milieu militant un peu plus large. Et à force de se côtoyer, à crier tous ensemble dans les manifs, à discuter de l'importance de la convergence des luttes, et bien, il y a un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi on relayerait pas cette préoccupation-là de regrouper, de convergence et d'unité? Pourquoi on n'essaierait pas de le téléporter sur les municipales et d'essayer de faire une liste qui soit représentative de ce qui se passe aujourd'hui dans la rue? Et c'est ça qui fait que du coup, on a commencé à discuter, et puis on s'est convaincu qu'il y avait les moyens, et mon nom est apparu comme celui qui pouvait assembler plusieurs bouts. Votre côté porte-parole. Ouais, le côté porte-parole, et on s'est dit, lui, il pourrait aider. Donc à ce que... vous avez été choisi. Si je résume bien votre... disons que la base de départ, ce qui a rendu possible, une des conditions qui a rendu possible cette liste-là, c'était qu'il y avait à Bordeaux quelqu'un qui était connu pour la lutte Ford. Là, on ne parle même pas des présidentielles, c'est la lutte emblématique de Ford, même si elle se finit mal, il y avait ce côté. Il y a quelqu'un qui s'est battu, et comme on avait envie de faire une liste qui représente un peu les luttes au pluriel, c'était... Alors justement, oui, pourquoi lutte au pluriel?
Parce que justement, c'est pour dire qu'il y a plein de luttes différentes. Les luttes sociales comme celle de Ford pour défendre son emploi, les luttes pour la défense des services publics, les luttes pour une écologie radicale, des luttes contre le racisme, les luttes des gilets jaunes, les luttes contre la réforme des retraites. Enfin voilà, donc c'est des luttes au pluriel. On essaie de montrer qu'on est l'émanation. Donc vous pensez que vous êtes l'homme de la situation ? Non, je dirais pas ça du tout. Non. Certainement pas. Non, mais c'est comme ça. C'est vrai que ça on est tous comme ça. C'est vrai que ça aide à avoir confiance. Là, il y a des manifs et des mobilisations qui fait que dans le pays, l'actualité étant ce qu'elle est, c'est vrai que ça redonne de la confiance à des tas de gens qui subissent depuis très longtemps en silence, qui croient qu'on peut rien changer, qu'on peut rien faire. Donc le mouvement des Gilets jaunes et la bataille de retraite, elle aide à redonner un peu de courage à des tas de gens qui sont au fond du trou, exclus pour beaucoup, qui se sentent inutiles ou qui sont au chômage ou qui sont dans des galères pas possibles. Donc tout ça, ça redonne un peu de confiance. Et là-dedans, il y a le fait que il y avait mon nom qui a été pour certains c'était sorti du chapeau. Ouais, pour certains c'était de dire avec toi ça va encore plus nous aider à faire un truc qui puisse se faire entendre, parce que souvent on fait rien parce qu'on croit qu'on est dans un océan, dans un désert et qu'on nous entendra pas, et voilà, on entend toujours les Cador, les Nicolas Florian, les Cazenave, les Urmic, tous ceux qui sont déjà bien installés, et les autres on les entend pas, ils sont squeezés en général par les médias, et donc du coup à quoi bon y aller si c'est pour passer à travers et dépenser un peu d'argent et du temps pour rien, on fait pas. Et là, la mobilisation sociale, plus un nom un peu connu, il y en a qui se sont dit, on peut peut-être se faire entendre, et donc on se sert de mon nom pour se faire entendre un petit peu mieux. Il y a la lutte Ford, c'est l'ancien candidat à la présidentielle, voilà, c'est ça. Tout à l'heure, vous disiez que vous y croyez pas à l'Élysée quand vous êtes... Et là, vous y croyez à la mairie de Bordeaux ? Dire qu'on peut être maire de Bordeaux, qu'on peut gagner, je pense que c'est quand même pas, l'exploit est pas réalisable, mais ça fait toujours con de se lancer dans une élection et de dire qu'on va pas gagner. Mais bon, pour être lucide, on voit pas comment à Bordeaux, dans les conditions politiques et sociales de la ville de Bordeaux, on voit pas comment une liste comme la nôtre peut l'emporter. Maintenant, par contre, on a un objectif qui est clair, c'est celui d'avoir des élus au conseil municipal. Et des élus au conseil municipal, ça voudrait dire obligatoirement aller au deuxième tour. Parce que pour la première fois depuis toujours, peut-être à Bordeaux, il va y avoir 2 tours. Et on est obligé d'être au deuxième tour pour pouvoir avoir des élus. Donc nous, l'objectif qu'on a, on pense que ça serait un exploit, mais on pense que c'est réalisable. Donc c'est la barre des 10%. Et là, de ce point de vue-là, c'est la première fois qu'à Bordeaux, du côté des milieux militants, il y a cet espoir, enfin, en tout cas raisonnable à notre avis, qu'on peut avoir 1, 2 ou 3 élus qui puissent porter dans le Parlement bordelais toutes ces revendications de nous, de ce qu'on vit, le ras-le-bol, et puis en même temps porter la voix des associations, la voix des salariés qui se battent. Enfin voilà, donc on pense que c'est possible. Donc voilà, on a cet objectif-là. Après, dire qu'on va être maire, ça nous apparaît un peu dingue de dire ça, mais on serait déjà très content d'avoir des élus. Alors justement, on va revenir à Bordeaux. Ça fait très longtemps que vous vivez dans la région. Vous avez vu cette ville évoluer. On parle d'un petit Paris. Vous en pensez quoi de cette transformation ? Et de ce petit Paris qui risque de devenir un grand bazar ? Mais nous, on n'en pense pas du tout du bien, parce que c'est là où il y a j'ai vu récemment un hommage bête de Juppé sur Public Sénat, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est incroyable, parce que c'est là où on voit que ces gens-là, ils se parlent à eux. C'est-à-dire, oui, effectivement, la façade des quais, c'est plus joli qu'il y a 40 ans. Effectivement, il y a moins de noirs. C'est plus agréable quand même. C'est plus agréable. Le tramway, c'est vrai que c'est mieux et tout ça. Donc, si on discute de l'aspect physique de Bordeaux, on pourrait presque dire que c'est une belle gonzesse. C'est mieux. Je dirais pas ça comme ça, mais c'est mieux. Mais si on discute de la vie des gens, si on discute de est-ce que Bordeaux a donné sa place à tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, c'est pas du tout le cas. Et moi, je suis très nostalgique, ça peut paraître paradoxal, mais moi je me rappelle gamin des grues sur les quais par exemple, c'est les images que j'ai parce que j'ai un problème de souvenir, donc même là j'ai des souvenirs quelque part, mais je me rappelle de Bacalan avec la lumineuse, c'était pas le paradis, c'était pas super bien, mais il y a quelque chose qui est détruit à Bordeaux, il y a une mémoire, il y a une histoire qui s'efface, et c'est pas juste des bâtiments, c'est pas juste du dur, c'est aussi qu'il y a des quartiers populaires, des vies populaires qui sont en train de disparaître, qui sont effacées, et
nous, ce qu'on dit qu'on va essayer de dire dans la campagne, avec nos mots, ce qu'on appelle la gentrification, par exemple, qui est un phénomène qui arrive partout, mais il n'empêche que ce sont des espaces populaires, des endroits, une histoire, une population qui va être obligée d'aller vivre ailleurs. Qui est virée, voilà, qui est écartée, et il y a mais Bordeaux, c'est ça. Alors Juppé s'en vante et tous les autres s'en vantent. Mais en fait, c'est finalement les classes riches qui occupent un espace qui n'était pas le leur. Et donc chacun devrait avoir sa place, en fait. Des riches, il y en a. Même si on aimerait bien qu'ils soient un peu moins riches, parce que s'ils étaient un peu moins riches, peut-être que les pauvres seraient un peu moins pauvres. Mais nous, on pense que les milieux populaires, les classes populaires, elles ont leur place dans le centre-ville. Et donc, on est complètement écœurés et révoltés par ce qui se passe depuis très longtemps. Comme dans toutes les villes, d'ailleurs. Comme dans toutes les villes. Moi, je parle de Bordeaux, mais c'est vrai que c'est... Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas content de l'évolution de Bordeaux. Et aujourd'hui, mais même les habitants de derrière la gare, ils sont pas satisfaits de ces bâtiments partout qui s'accumulent. En plus, la proximité, elle est dingue, hein, ça se colle. Ça va pas du tout, ça. Je parle pas de l'esthétique, je parle du côté humain. Quelle vie on peut vivre dans ces quartiers. À Bacalan, ça fait cage à poule un petit horrible, peu. Hein. À Bacalan, je parle pas encore une fois des bâtiments des fois qui peuvent être jolis, mais tout est tassé, tout est serré. Cette concentration. Et en plus, la qualité de ce qui est construit, c'est quand même très discutable. Et donc, on s'aperçoit qu'on est dans des villes qui sont déshumanisées, en plus d'écarter les milieux populaires. Et donc, voilà. Donc, on n'est pas content de l'évolution de la ville de Bordeaux. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Vous parlez d'écologie populaire. Alors, oui. Nous aussi, vivant à Bordeaux, on constate la même chose. Alors, on n'a peut-être pas les mêmes mots, mais effectivement, cette concentration, puis le fait de mettre des gens qui n'ont peut-être pas forcément envie d'être là, ou de se retrouver aussi dans des quartiers qui sont déshumanisés, où il n'y a plus rien, pas d'école, ou alors on construit puis il n'y a pas d'école, il n'y a pas de commerce, il faut prendre sa voiture, parce que voilà, on va prendre un exemple, la ville peu à peu doit se vider de sa voiture, tout le monde se met au vélo, je ne sais pas, vous vous êtes mis au vélo? Oui, la marche à pied? Oui, marche à pied, vélo, bien sûr. Ouais. Et pour vous, la ville de demain, Bordeaux, c'est quoi pour vous demain? Qu'est-ce que Bordeaux en lutte propose pour Bordeaux tout court? Ouais, alors on n'a pas de liste, enfin on peut lister, hein, parce qu'on a comme tout le monde des idées. J'espère bien. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement grosso modo, ou la philosophie, je sais pas comment on pourrait appeler ça, comment on raisonne et comment. Déjà, c'est ce qu'on peut, quand on décrit l'évolution de Bordeaux mais des autres villes, c'est qu'on s'aperçoit, mais c'est vrai au niveau politique en règle générale. Un gouvernement où il n'y a que des riches dedans, ou que des millionnaires, ou que des gens qui sont d'un certain milieu social, il est évident que ce gouvernement-là fera des choix en fonction des intérêts de son propre milieu social. C'est mathématique. À Bordeaux, on peut faire pareil. À Bordeaux, l'essentiel de ceux qui dirigent Bordeaux depuis très longtemps, c'est à peu près la même couche sociale. On peut parler de la bourgeoisie bordelaise, même si ça a un sens qui n'est pas forcément très précis. Mais donc donc la politique est menée. La population à Bordeaux a quand même évolué. Oui, mais il n'y aura pas un ouvrier, pas un employé, pas un précaire dans les élus. Et donc, du coup, nous, déjà, ce qu'on discute, c'est que s'il y avait au pouvoir politique, que ce soit à une échelle municipale, régionale ou une échelle nationale, c'est évident que les choix politiques et les choix budgétaires seraient différents. Parce qu'en fait, la préoccupation de répondre à des urgences, à des drames humains, à des difficultés, à des souffrances, elle ne peut être là que s'il y a des gens qui en sont conscients. Et donc, du coup, nous, on discute d'une ville qui soit au moins dirigée collectivement et qui puisse représenter toutes les couches sociales, de manière à ce que donc déjà on articule une politique où on dit là les choix budgétaires ça pourrait être ça, mais avec la conscience qu'il il faut qu'on réponde à des besoins. Vous parliez des quartiers qui se construisent sans école, les crèches et tout ça, c'est le bordel. Il n'y a pas de crèches ou très peu. Et ça, ce petit exemple-là des crèches, par exemple, il est évident que des gens qui ont de l'argent, c'est pas pour attaquer les riches, parce qu'on nous dit on attaque toujours les riches et tout ça, mais il faut quand même comparer les problèmes. Une famille qui a beaucoup d'argent, elle n'a aucun problème pour se payer une nounou. Voilà. Une famille qui a beaucoup d'argent, elle n'a aucun problème pour se déplacer. Ça sera le taxi, ça sera l'avion, machin, voilà. Donc c'est pas du tout les mêmes problèmes, pas du tout la même vie. Et si c'est des gens, si c'est que des gens du même milieu social qui ont entre les mains le pouvoir, il est évident qu'on va tomber sur des solutions politiques qui satisferont ces gens-là, puisqu'ils savent ce dont ils ont besoin. Mais par contre, ils ignorent complètement les besoins d'en bas. Donc le problème des crèches, en règle générale, ça touche plutôt les familles populaires. Les problèmes d'école, les problèmes de transport, les problèmes de santé.
Pourquoi il n'y a pas de maisons de santé qui se développent? Pourquoi il n'y a pas de services? Pourquoi les services publics se détruisent petit à petit partout? Parce qu'en fait, les services publics, c'est un besoin réel pour la population la plus modeste, et c'est moins un besoin urgent pour les populations riches, parce qu'il y a toujours les moyens de faire autre chose, se soigner. Ouais, ça on a la clinique toujours. pour soigner quand on est riche, et quand on est pauvre, c'est l'hôpital, c'est le médecin de quartier, voilà. Donc c'est pour ça que... je ne fais pas une liste de nos revendications, c'est déjà démarrer sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire une politique qui aurait le souci de répondre aux besoins de la grande majorité de la population. Donc déjà, ça démarre sur un truc de fond qui est déjà une représentation de l'ensemble de la population, et puis tout simplement une population qui ait les moyens de décider de ce qui la concerne, et donc qu'il y ait une grande part du budget qui soit directement sous le contrôle des quartiers, des populations, de manière à dire nous on a besoin de ça, il nous faudrait une école là, parce que là à Bacalan ils ont compris. Mais comment faire revenir, et éviter surtout qu'une certaine partie de la population soit obligée de quitter le centre? Je crois que vous avez parlé de réquisition de logements, parce que les loyers ont explosé. Dans la forme d'urgence, nous on pense que la solution d'urgence qui peut être efficace immédiatement, c'est la réquisition de tous les logements vides, ou d'une grande partie, parce que sur Bordeaux, alors les chiffres, il y a 2 chiffres, c'est à peu près 10-11 000 logements vides à Bordeaux, et pas loin de 20 000 sur l'agglomération bordelaise. On parle de logement, pas d'espace vide, pas de bureaux et tout ça, de logement. Dans quel quartier vous savez à peu près? C'est passé dans le centre. Après sur Bordeaux, c'est pas bien grand, donc après ça je sais pas dire si. Mais donc nous ce qu'on dit, c'est que quand on sait qu'il y a pas mal de gens, pas que des gens à la rue, parce qu'à Bordeaux les gens à la rue, je sais pas combien ça représente, mais des gens qui sont dans des logements très pauvres, limite insalubres, avec de l'humidité, sombre et tout ça, des logements qui même sont pas viables en réalité. Donc nous on dit qu'en urgence, il y aurait des solutions comme ça. Ça passe par l'espace vide qu'il faut réoccuper. Mais comment on réquisitionne? Ça paraît simple comme ça, mais il suffit de le décider. Alors après, on nous dit, oui, parce que la loi de réquisition existe, mais elle n'est pas appliquée. Par contre, après, effectivement, c'est pas si simple que ça, parce qu'on sait que, par exemple, le préfet peut contrer une décision d'un maire. Un maire ou d'une municipalité qui décide de réquisitionner pour pouvoir loger en urgence. Donc on sait très bien que la loi permet au préfet d'invalider cette décision-là, mais comme le préfet peut de lui-même invalider n'importe quelle décision municipale. On l'a vu pour les arrêtés anti-pesticides, où il y a eu des préfets qui ont dit non, t'as pas le droit de faire ça, donc machin, et puis du coup ça va en justice. Bon. Donc en fait, il y a des moyens qui sont entre les mains d'une mairie, et nous on pense qu'ils ne sont pas utilisés, qu'ils devraient l'être. Mais pour qu'ils le soient, ça veut dire tout simplement cette préoccupation réelle de pouvoir faire en sorte que des gens ne soient pas dans des conditions de vie exécrables. Et malheureusement, ceux qui dirigent la politique, ils ne sont pas du tout concernés par ce problème de logement insalubre ou de difficulté de se loger. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Après, nous, ce qu'on dit, ce qu'on pense, même si ce n'est pas forcément dans les pouvoirs de la mairie, mais c'est encadrer les loyers. Au moins ça, au moins limiter les loyers. Mais donc, du coup, la mairie, elle n'a pas vraiment ce pouvoir-là. Mais par contre, la mairie, elle a le pouvoir de développer une structure publique de logement et d'éviter que le privé arrive et fasse du pognon sur la location ou sur la gestion, la revente. Les promoteurs se jettent sur... Donc du coup, nous, ce qu'on dit, c'est que la véritable protection de la population, une protection sociale, elle est possible si les municipalités mettent en place un peu partout, en tout cas renforcent cette idée de service public. Donc du logement, de la santé. Dans les écoles, on est pour qu'il y ait des adultes qui soient recrutés. Les écoles, c'est pour la municipalité. On parle, les écoles primaires, les maternelles. On est pour qu'ils embauchent, que ce soit pas précaire. Toute la vie sociale est entre les mains quelque part de la municipalité. Le premier étage, il est entre ses mains. Et c'est des choix budgétaires différents. Ça veut dire qu'on décide de mettre de l'argent dans les écoles, dans des maisons de santé, dans le transport. Mais c'est évidemment que ça suppose que cette équipe municipale, elle ait cette préoccupation-là. Et nous, c'est ce qu'on met en premier. Il faut absolument que la population, si elle n'est pas élue, parce que là, on ne va pas changer les règles de suite, mais qu'il y ait des moyens de décision qui soient donnés à la population, mais dans l'idée de voir comment collectivement on peut améliorer la vie sociale dans la ville et dans les quartiers les plus durement touchés par la crise. Donc on est sur on essaie de convaincre là-dessus.
Et vous parlez aussi de la gratuité des transports pour une mobilité pour tous. Pour nous, c'est hyper important. Alors, il y en a qui disent « Ah ouais, mais le gratuit pour tous, c'est nul. Enfin, c'est facile de dire ça et tout ça. » Enfin, ceci dit, la gratuité des transports, elle existe quand même pour les députés. Ou pour, donc, du coup, à un moment donné, on peut dire c'est pas si honteux que ça de discuter de la gratuité des transports pour la population. Nous, on pense que c'est fondamental. Enfin, en fait, grosso modo, on pense que les besoins fondamentaux de la vie, la société telle qu'elle est, avec les richesses qu'elle a, elle peut donner la gratuité, même l'eau, même l'énergie. Il y a des fois, il y a des débats, il y a des discussions. Il faudrait calculer un foyer, ce qu'il lui faut comme eau à peu près raisonnable en quantité d'eau, qu'est-ce qu'il faut en watt-heure pour l'électricité, et donc du coup, on pourrait discuter comme ça. Mais peut-être qu'il pourrait aussi y avoir des abus aussi, parce que il y a un problème quand même avec les gens. Enfin, je veux pas être désagréable, mais quand on donne, ça prend plus qu'il ne faut. Oui, mais on peut dire ça alors à Bernard Arnault. Est-ce qu'il n'a pas plus qu'il ne faut quand il a 110 milliards? Non, mais c'est pour dire. Une généralité, mais ça veut dire qu'il faudrait le fixer à tout le monde. Pourquoi pas? Moi, je suis d'accord, mais dans certaines proportions à ce moment-là, d'une manière juste et équilibrée. Il y a un truc complètement illimité quand il s'agit des grosses fortunes. Vous avez vu, c'est quand même des chiffres de dingue, quoi. Mais il y a des inégalités, on est bien d'accord. Ça, je ne remets pas ça en question. On n'est pas obligé d'accepter l'agrandissement des inégalités ou le creusement des inégalités. À la limite, on est dans un monde inégalitaire. Bon, on le sait depuis très longtemps, depuis qu'on est tout petit. Je cite un exemple très simple, le tiers payant. Alors, ça a changé, les codes sont quand même en train de changer, mais à une époque, les personnes un petit peu âgées, on leur mettait 10 boîtes. Ils n'en avaient pas besoin, des 10 boîtes, mais ils les prenaient parce que c'était gratuit. Et après, il y avait du gâchis. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis les choses. Il faut quand même le faire d'une façon un peu plus juste. Autant le fondement, je le trouve bon. Je trouve ça bien, pourquoi pas, je dirais. Mais attention, on peut vite basculer dans les abus. Mais les abus, de toute façon, malheureusement, ils existent partout. Mais c'est ça. Ça ne veut pas dire que parce qu'on pose le problème de la gratuité, par exemple, des transports, ça veut dire qu'on se moque complètement des incivilités parce que tout est à discuter, mais par exemple, même l'idée que si c'est gratuit les transports, il y a plus besoin de tickets, il y a plus besoin de contrôleurs. Mais nous, on pense que c'est pas pour ça qu'il faut enlever les contrôleurs, comme dans le train d'ailleurs. Le contrôleur, il n'a pas juste la fonction de contrôler le billet, il a aussi une fonction à la fois de sécurité pour les passagers, et puis c'est rassurant. Enfin, il y a un personnel. Donc du coup, tout se discute parce qu'après on dit si c'est gratuit, les gens vont pas respecter. C'est dans ce sens-là que je le dis. Si c'est gratuit, les gens vont pas respecter le bus, ils vont abîmer les sièges puisqu'avant et tout ça, sauf que c'est pas forcément vrai. Mais par contre, si on fait la démonstration que tout ça c'est sacré, il faut y faire attention, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y aurait des contrôleurs. Oui, mais la gratuité, elle encouragerait pas le je m'en foutisme ou l'égoïsme. La gratuité peut-être même, on peut faire prendre conscience qu'en fait tout ça c'est des valeurs collectives et que les services publics c'est fondamental, et c'est un peu ça aussi qu'on a envie de discuter. Donc c'est pas une aberration de discuter de la gratuité, d'autant plus qu'on est censé quand même payer à peu près tout le monde des impôts locaux, même si là par exemple, ils sont en train de les réduire ou de les supprimer, mais sauf que on a mis des trottinettes à disposition, je veux dire, voilà, il y en a plein qui les jettent, il y a quand même c'est ça que je veux dire, il y a quand même un moment où les gens ici, il faut un petit peu les éduquer. Moi, j'ai une autre question, parce que je trouve ça très intéressant, votre combat, et je m'attendais à avoir en face de moi quelqu'un de très radical, et en fait, je vous trouve parfaitement ouvert et sincère sur ce que vous dites. Est-ce que, effectivement, personne n'entend votre discours? Est-ce qu'on ne peut passer pour se faire entendre que dans une lutte? Je dis, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à entendre ce discours-là? Et est-ce qu'il faut être en guerre les uns contre les autres, Bordeaux en lutte, etc. Il n'y a pas d'autre moyen que cette bataille ouverte à couteau tiré pour faire entendre quelque chose qui est très sensé et qu'on pense tous, qu'on soit de n'importe quel milieu, et quand on est peu politisé comme je le suis, j'entends parfaitement ce que vous me racontez et qui me semble juste. Mais ce qui m'inquiète, c'est d'opposer en permanence deux classes sociales. Cette lutte des classes, elle devrait être dépassée. Aujourd'hui, elle devrait être dépassée. Mais elle ne l'est pas. Le truc tout bête, c'est que, par exemple, à Ford, Ford, c'est l'exemple de Bordeaux, mais il y a plein de gens qui sont concernés par ça. Ford dit, nous, on a fait le choix de produire ailleurs, donc on ferme l'usine.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On dit c'est la fatalité, on n'y peut rien, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se bat. On se bat pourquoi? Juste pour défendre sa vie, un emploi. Oui. Et pourquoi on le défend, notre emploi? Parce que ça nous apparaît d'une injustice incroyable que Ford puisse, après avoir touché, par exemple, c'est l'exemple de Ford, on peut discuter d'autres exemples. 50 millions d'euros ces dernières années, donnés par les pouvoirs publics, exonération en pagaille et tout ça. Et eux ils disent finalement on a tout pris mais on s'en va quand même. Et qu'est-ce qu'on fait là? Et la seule chose qui nous reste, bon, on n'a pas réussi. Mais la seule chose qui nous reste, c'est de se battre et de défendre nos vies. Notre emploi, on veut le garder. Pourquoi on veut le garder? Pas parce qu'on veut absolument produire des voitures, en plus des voitures qui polluent et tout ça. Donc c'est juste, l'emploi, c'est ce qui nous permet de vivre. Et on sait que si on perd celui-là, derrière, il n'y a quasiment pas de boulot. Et si on en trouve un, c'est à des salaires beaucoup plus bas, dans des conditions plus dures. Et quand on a 50 ans, ce qu'on a gagné après 30 à 40 ans de travail, c'est-à-dire une ancienneté, une sorte de reconnaissance, une sorte de quelque part de choses qu'on n'a pas volées. C'est-à-dire en fait, des conditions de travail qui se sont un peu stabilisées. À 50 ans, 52, 53, viré, et il faudrait aller à Pôle emploi. Et on va nous dire, vous allez bosser à 80 bornes, vous allez bosser là, et puis c'est comme ça et pas autrement, et puis ça sera le SMIC. Donc qu'est-ce qui nous reste à nous? On peut dire, mais quand même, c'est pas juste ça. Et il y en a qui vont dire, oui, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Donc ce qui nous reste, c'est la lutte, la résistance, d'essayer de faire exister, de faire reconnaître à tout le monde que ça, c'est pas normal. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de bousculer jusqu'au ministre Le Maire, en disant, mais viens ici et viens faire quelque chose. Qui a essayé de faire quelque chose qui a essayé pas longtemps, mais qui a essayé au début, qui nous a même dit qu'on était super sympa, qu'on était super chouette. Il l'a dit à l'Assemblée nationale, qu'on était très responsable et tout ça. Et à un moment donné, tous ces gens-là, ils s'en vont. Même Juppé, il a dit, c'est dégueulasse ce que fait Ford. Juppé l'a dit, on n'a pas inventé. Juppé l'a dit, il a dit les syndicalistes, ils ont raison de se défendre. Et pourquoi ils s'en vont tous ces gens-là après avoir crié Parce qu'ils peuvent rien faire. Et c'est pour dire, c'est par rapport à votre question, c'est que s'ils peuvent, ils pourraient, ils sont au pouvoir. Ou alors à ce moment-là, ça sert à rien les élections. Si on élit des gens et qui disent, non, désolé, mais je peux rien faire. contre la machine Ford, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'ils pouvaient, ils pouvaient pas empêcher Ford de partir. Évidemment, Ford a dit, je m'en vais, je vais produire ailleurs. Le but, c'était pas que Ford reste là, mais par contre, le terrain, l'usine. Qui a été financé par l'argent public depuis 50 ans. En fait, Ford a reçu de l'argent public pendant 50 ans. Le terrain a été quasiment offert à Ford par Chaban il y a 50 ans. La multinationale se vend et se permet de garder le terrain, de le revendre. Si, il y avait de dire vous avez reçu de l'argent public, et le terrain il nous appartient et l'usine elle nous appartient et vous partez si vous voulez, mais nous on garde ça pour pouvoir maintenir une activité ou en tout cas créer les conditions favorables pour qu'une nouvelle activité arrive et donc sauver les emplois, pas que ceux de Ford mais ceux induits par l'activité d'usine qui sont à peu près 1500 à 2000 emplois dans la région. C'est ça qu'ils pouvaient faire. Pourquoi ils ne le font pas? Donc du coup on est obligé de crier, on est obligé de se faire entendre, de dire et on en est là. On n'a pas leur pouvoir eux. Si Juppé il a un problème ou si Sarkozy a un problème, ils ont le 20h pour en parler. Vous avez vu, dès qu'un politicien a un souci, il est invité au 20h. Vous avez Bordeaux Podcast. Et nous on a Bordeaux Podcast, voilà. Mais c'est terrible ça, c'est qu'il y a des gens, ils ont des moyens décuplés de se faire entendre et de se faire respecter ou de défendre leurs propres intérêts. Et nous on n'a que le cri, la colère et essayer de se faire entendre. Donc oui, la lutte elle fait partie des armes que nous on a et c'est peut-être les seules. Après on peut discuter, mais c'est vrai qu'il y a besoin des fois de dire non, ça va pas. Ça, on a compris que vous étiez un combattant et Tant un mieux. très bon porte-parole. En tout cas, merci d'avoir été avec les Happy Curieuses ce soir et de vous être Merci mis à à vous, table. Merci beaucoup. Merci. Et rendez-vous le 15 mars Oui. devant les urnes. Au deuxième tour. Moi, Et j'ai au- envie- au deuxième la tour. surprise. Pour être au deuxième Ça tour, veut il faut dire passer le premier. Donc Vous là, refaites des le 15 interviews mars. pour le deuxième tour. Si vous refaites une série d'interviews de candidats pour le deuxième C'était tour. pas prévu, Parce mais que- why not? Mais why not? Parce qu'on accepte Why l'invitation. not? Why not? Why not? Why not? Pour la finale. On est en finale. Non, mais la finale, on prendra tous les deux. Pourquoi Ça pas? sera peut-être 3 parce que Il faut avoir 10% pour être tous ceux qui sont au-dessus de 10%, sont au second ils ont le droit tour. de participer au second tour. Il y en a qui se désistent parce qu'il y a des accords des fois. Ouais. Il est possible qu'il y en ait là parce qu'il y a des fois des rumeurs comme quoi il y a des tractations entre les uns et les autres. Mais tous ceux qui franchissent la barre des 10 ont le droit de rester pour le deuxième tour. Donc on sera peut-être 4. Voilà, peut-être 4. Ouais. Ça serait peut-être bien 4 S'il y en à a table et 4, nous c'est on bon sera là. signe pour nous s'il y en a 4. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. beaucoup. Merci.